Les vraies voix du rugby, 20h-21h, François Trio. Les vraies voix du rugby, c'est l'émission du lundi qui traite de toute l'actu rugby avec Yoann Huget, Philippe Spanghero et au sommaire ce soir, retour sur l'exploit du week-end, la victoire de Vannes à La Rochelle. Mathieu Cidre, entraîneur des avants du RCV, sera notre premier invité. Dans la deuxième demi-heure, 20h30, ce sera le grand témoin des vraies voix du rugby, Jean-Baptiste Elissalde, ancien entraîneur de Montpellier, de Toulouse et du 15 de France, qui sera avec nous à 20h30. On reviendra bien sûr sur l'actu avec lui. Vous pouvez nous appeler, bien sûr, et interagir au 0826 300 300. C'est parti pour une heure complètement ovale. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir à tous, bonsoir Philippe Spanghero. Salut François, bonsoir à tous. Bonsoir Yoann Huget. Bonsoir messieurs. Oh Yoann Huget là. Bonsoir Quentin. Bonsoir à tous. Quentin Cabanis, les news du jour pour ceux qui les auraient ratés, qui n'auraient pas pu consulter leur smartphone ou écouter tout ce qu'on peut écouter sur sudradio.fr. On est des gens coupables déjà d'avoir manqué ces informations. En tout cas, un week-end qui aurait pu coûter cher au Loup Rugby. En plus de la défaite face à Pau, le Loup a perdu 3 joueurs cadres sur blessure ce week-end. Couillou souffre d'une entorse au coude, Guillard d'une entorse à la cheville et Léo Berdeux est lui en attente d'examen complémentaire après une grosse béquille qui pourrait cacher une déchirure d'après le Loup Rugby. Le Loup Rugby qui devra aussi se passer de la collaboration de Jono Gibbs qui va intégrer à temps plein le staff des Kifs en Nouvelle-Zélande. Donc nouveau coup dur pour cette équipe lyonnaise. Dans le rayon des blessures, il y aura des absences ce week-end à Toulouse pour le premier match de Champions Cup du champion en titre. Pitaaki est forfait et il y a encore des doutes sur la participation de François Cros et d'Anthony Gelon. Le procès des ex-joueurs de Grenoble pour viol en réunion a débuté aujourd'hui. Il se déroulera à huis clos. Dans le reste de l'actualité, Mathieu Jalibert a annoncé sa prolongation avec l'UBB et ce jusqu'en 2028. Et puis ce week-end avait lieu la première étape du circuit de rugby à 7. Nos champions olympiques ont fait 5e alors que les filles ont terminé 3e. Pour la prochaine étape à Capton, les Français auront dans leur poule les Néo-Zélandais et les USA. Les filles, elles, auront l'Irlande et l'Espagne. Voilà, c'est dès ce week-end. Les deux premières étapes s'enchaînent bien sûr sur le circuit mondial du Seven. Tiens, par quoi on commence? Le Loup peut-être. Le Loup qui perd ses cadres. Et là, on apprend que Jono Gibbs ne va pas revenir. Ça fait compliqué beaucoup, dans le week-end. C'est compliqué, ils perdent beaucoup de monde sur un week-end, notamment la défaite déjà. Et derrière, en interne, où on sent que c'est un peu compliqué la gestion de cette équipe depuis maintenant 2 ans quand même. Ouais, Philippe, ça te fait réagir? C'est quand même, c'est vrai que quand on perd Couillou, qui est, on va dire, capital dans cette équipe, que Jono Gibbs avait l'air quand même d'apporter un peu de hauteur, même si on vit pas à l'intérieur de ce groupe, donc c'est difficile de mesurer son impact. Mais on se dit quand même que ça fait beaucoup de choses qui s'enchaînent. Et une 13e place aussi. Oui, ça fait beaucoup de choses qui s'enchaînent. Alors peut-être que justement l'absence de Jono Gibbs et le remplacement potentiel va permettre une forme d'électrochoc. On sait que ça se passe parfois dans les staffs. Moi, j'aime ce club pour sa discrétion quelque part, et j'aime beaucoup le président Yann Roubert qui donne la confiance dans la durée, qui est au soutien de ses joueurs, de son staff. Là, c'est vrai que c'est un peu inquiétant quand même du côté du Loup, surtout quand on sait à quel point ils sont couillous dépendants. On l'a dit déjà samedi, mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas une équipe de top 14 aujourd'hui qui est aussi dépendante d'un de ses joueurs, au-delà de ce qu'il apporte sur le terrain. Mais en termes d'âme, d'état d'esprit, voilà, ça manque quand même de leadership cette équipe, et puis elle est surtout pas du tout à sa place là, donc peut-être quelque part que l'absence de Jono Gibbs va permettre une forme d'électrochoc en fonction d'un remplacement potentiel. Voilà, le Loup qui va accueillir Cardiff en Challenge Cup, puisque c'est le début de la quinzaine, non pas européenne, mais enfin en tout cas du Challenge. Oui, du Challenge, ou en tout cas de la compétition continentale. Justement, qu'est-ce qu'elle change là pour les joueurs? Toi qui as connu ça, Yoann, les deux équipes, les grandes équipes vont maintenant se tourner vers la Champions Cup. Je pense à Toulouse. On a parlé des potentiels absents, mais quand même on change un peu de logiciel. De logiciel, notamment, on change effectivement, François, parce que Toulouse qui reçoit l'Ulster ce week-end et qui se déplace ensuite. Mais on sait que cette compétition va très vite, et notamment sur les points de bonus, notamment parler de victoire, mais aussi on essaie de capitaliser parce que c'est 4 essais, non pas 3 comme en top 14. Donc du coup, on sait qu'il faut marquer, ça laisse de la place au jeu, mais en étant vigilant parce que, comme j'ai dit, c'est une compétition qui permet de régénérer aussi un peu le côté monotone du top 14 où ça ferraille beaucoup, ça combat. Là, on sait que le jeu va être plus ouvert, arbitré par des étrangers.
et on arrive à basculer dès le lundi sur une nouvelle compétition et ça nous permet de régénérer aussi le groupe. Voilà, ça va commencer vendredi avec Basse qui va recevoir le Stade Rochelais. Clermont ensuite recevra Trévise. Il y aura également Castres qui se déplacera à Northampton. Toulon se déplacera aux Stormers. Le Stade Français au Munster. Le Racing accueillera Harlequins. Philippe, est-ce qu'il y a aussi à Créteil? Ouais, c'est vrai, c'était traumatisé. Philippe Johan traumatisé par son déplacement à Créteil, mais t'en es revenu, Et on en revient tous. Mais voilà, c'est vrai que des équipes comme les équipes qui sont un peu en perdition, ça peut leur faire du bien, tu crois, Philippe, ou au contraire enfoncer un peu plus ces équipes la tête sous l'eau? Alors, dans l'histoire, comme le disait Johan, on change quand même un peu de logiciel et j'ai plus l'impression que ça a été un potentiel rebond, notamment dans l'histoire, récemment La Rochelle, dès la saison dernière, proche de nous, et puis un peu plus loin, des équipes comme le Racing, les saisons précédentes aussi se sont rassurées et refait une santé avec quelques certitudes collectives grâce à cette compétition. Donc, de mémoire, j'ai plus l'impression que ça a servi des équipes que ça les a enfoncées. De toute façon, avec cette nouvelle formule, ça va tellement vite qu'on sait très vite si on a décroché ou pas. Donc, au bout de 2 matchs, quasiment, on lâche le truc. Si vraiment on n'a pas su saisir cette compétition comme un rebond pour se refocaliser sur le top 14. Donc non, je le vois plutôt comme quelque chose de positif pour les équipes là qui l'abordent. Ouais, et comme l'UBB par exemple qui reçoit Leicester dimanche, voilà l'UBB qui a été à la peine face à Montpellier ce week-end en top 14 et qui on l'espère va se relancer face aux Tigers de Leicester. Est-ce que Philippe, il y avait un point du week-end ou des infos qu'on a entendues sur lesquelles tu voulais revenir plus directement? Plus directement, il y a quand même le 7, puisqu'on en a parlé avec Jérôme Daré la semaine dernière, ce jeu, parce que c'est un jeu dissocié du 15, a changé de dimension depuis les derniers JO. On l'a vu avec la nomination de Jérôme Daré. Et donc, ça a enchaîné tout de suite. Il fallait assumer son statut. Donc, on a vu une équipe de France masculine quand même très régénérée, beaucoup de nouvelles têtes, donc une 5e place honorable. Les filles aussi qui ont performé, donc on verra Cape Town, mais on est lancé vers une nouvelle période là pour préparer les prochains Jeux avec un statut assumé. Je trouve que malgré tout, la France l'a pas trop mal digéré parce que avoir ce statut de champion du monde, champion olympique en titre, c'est pas évident. Voilà, il voyage plus comme il voyageait il y a quelques mois, donc c'est ce que je retiens. Ouais, et d'autant que face aux Fidjiens en quart de finale, ça se joue après la sirène sur une action vraiment toute bête. On va dire, il y a égalité à ce moment-là. Il y a de la naïveté, il y a un peu de naïveté dans cette équipe. L'ailier droit là, il s'est fait aspirer un peu, je sais pas, Johan. Mais comme disait Benoît Babi, à juste titre, c'est l'équipe qui a le plus modifié son effectif, qui a rajeuni de tout le circuit. Donc il y a de quoi bâtir là-dessus aussi. Il faut voir le côté positif, malgré ils apprennent aussi sur des tournois comme ça, en affrontant l'une des meilleures équipes du tournoi. Voilà, du circuit. Il ne faut pas laisser un pouce de terrain à ces Fidjiens, notamment après un renvoi. Et c'est vrai qu'une petite dixième d'inattention et l'essai a été encaissé par les Français. Voilà, on va. Après, peut-être une parenthèse dans les infos qu'on n'a pas données. Il y a quand même une info qui est pas nette. C'est Teddy Thomas à Toulouse. Ça m'intéresse de savoir ce que Johan en passe. S'il est Toulouseau compatible. Moi, j'ai l'impression que oui, mais c'était quand même une info un peu surprenante. 3 ans en plus, c'est long. La confiance que le Stade Toulousain lui accorde avec ce contrat long. Plus comme un centre que comme un ailier. Et puis en plus comme un centre. Il y a peut-être le départ de Pierre-Louis Barassi à Toulon, donc numériquement parlant, c'est pour le remplacer, je pense. Plus Mathis Lebel qui fait des allers-retours avec l'équipe de France. Voilà, c'est encore un recrutement judicieux. En plus, on connaît Teddy Thomas, il voulait venir déjà depuis le Racing où il était à la recherche vraiment de faire un effort financier pour venir à Toulouse. Donc déjà, il y a la volonté du joueur de venir, plus le fait que le joueur aime ce club. Et je pense qu'il peut s'épanouir pleinement au Stade Toulousain. Et il te semble Toulouseau-compatible par rapport à ce que tu connais du vestiaire et de Teddy, Thomas? Bien sûr, il a beaucoup d'amis à l'intérieur du vestiaire, que ce soit Antoine, Julien Marchand, il s'entend beaucoup, il s'entend bien avec pas mal de joueurs du vestiaire. J'ai l'impression que ces deux-là, il vaut mieux bien s'entendre avec eux quand même quand on arrive à Toulouse. Ouais, c'est sûr qu'il y a un palier à franchir, c'est un bon rapport avec eux, mais la mafia gersoise, on va dire, mais en tout cas non, mais Teddy est facile à vivre, ça il n'y a pas de
soucis là-dessus. Et mais après, c'est physiquement. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner les matchs? Parce que on sait qu'à Toulouse, les entraînements sont beaucoup plus durs qu'en match. Donc c'est le point d'interrogation sur ces petits pépins qu'il peut avoir physiques. Voilà, c'est le seul petit doute que Yohann Huget a. Mais c'était effectivement bien de reparler de ce transfert qui fait partie, non pas des surprises, mais en tout cas des transferts qui ont attiré l'attention. Et c'est Rochelais qui aime bien maintenant descendre jusqu'à Toulouse. Voilà, il y a Georges-Henri Colombe et Teddy Thomas. La Garonne, elle les attire. Voilà, mais bon, ils auraient pu s'arrêter à l'UBB. Non, finalement, ils vont à Toulouse. Allez, on va se retrouver dans un instant parce qu'on va parler de l'exploit du week-end dans les vrais bois du rugby. Vous pouvez nous appeler bien sûr au 0826 300 300. On va accueillir l'un des hommes de l'exploit. C'est l'entraîneur adjoint Mathieu Cidre en charge des avants, voilà, du RC Vannes. Il sera avec nous dans quelques secondes. Restez sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, parlons. Les vraies voix du rugby, l'émission rugby qui revient sur toute l'actualité du week-end avec Yohann Huget, avec Philippe Spanghero, bien sûr avec vous au 0826 300 300. Comment ne pas revenir sur l'exploit du week-end? La victoire de Vannes à La Rochelle, cela faisait 13 mois, je crois que La Rochelle n'avait pas perdu sur sa pelouse et Vannes y est parvenu. Pour en parler, un de ses entraîneurs, c'est Mathieu Cidre qui est avec nous, entraîneur des avants du RCV. Bonsoir Mathieu. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio à une heure tardive, mais on va dire on est là aussi pour prendre le temps de parler et revenir sur cet exploit 48 heures après. On a vu les joueurs qui ont gardé les maillots. Est-ce que le staff a eu une récompense, Mathieu? Écoute, on n'a pas eu cette chance de garder le maillot, mais bon, la victoire leur revient et ils méritent amplement ce petit cadeau. Yohann Huget et Philippe Spanghero sont là. Yohann, peut-être tu veux revenir avec Mathieu sur cette victoire folle? Folle, je sais pas, parce que salut Mathieu, c'est pas folle comme l'a dit Mathieu dans une interview. Ils sont allés vraiment se la chercher, ils ont construit ce match et on n'a jamais senti les Rochelais en mesure de poser leur jeu comme ils ont l'habitude de faire, d'être ce rouleau compresseur. Et bien au contraire, on les a sentis s'éparpiller au fur et à mesure du match. Je voulais vous revenir avec toi Mathieu sur le fait de j'ai deux petites questions. Comment tu as réussi à remobiliser le groupe après un peu ce revers contre Bordeaux malheureux où ça a fait beaucoup parler? Et pendant le match, est-ce qu'à un moment donné, tu as senti que vous étiez en train de faire le coup de la journée? Ouais, alors pour revenir à ta première question, c'était essentiel et évident d'évacuer la contre-perf, le scénario de Bordeaux d'il y a 10 jours. Donc le lundi, il fallait très rapidement le solder, dédramatiser aussi, pour très rapidement relever la tête et repartir. Et j'ai envie de te dire que le match de La Rochelle est tombé plutôt bien, puisqu'on avait besoin de remettre le couvert très rapidement face à ce qui se faisait de mieux pour rester encore plus mobilisé. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, le moment où on a senti qu'on pouvait être en mesure de gagner et prendre l'ascendant psychologique, on a une mêlée à la 55e. À partir de la 55e, on a une mêlée qu'on récupère. On gagne une pénalité sur cette mêlée et j'ai le sentiment que l'ascendant psychologique il bascule de notre côté, puisque les phases statiques, c'est plutôt un point fort de La Rochelle, et lorsque tu le domines sur le rapport de force et notamment sur la mêlée fermée, tu sens que tu prends progressivement un petit peu le contrôle. Et voilà, ils sont pas forcément habitués à être pris sur ce genre de choses, et c'est peut-être, je l'explique comme ça, c'est peut-être ce qui les a rendus un petit peu moins maîtres et garder le contrôle sur cette fin de match. Et comment vous avez fait pour évacuer justement cette frustration? Tu me dis le lundi et tout, mais on a été joueurs. Quand tu passes si près, tu as généralement la tête au fond du seau, tu as beaucoup plus de blessés. Comment vous avez fait vous pour l'évacuer? C'est très rapidement se dire, on fait 30 premières minutes très bonnes qui correspondent à notre rugby, à notre philosophie. Donc c'est garder ça. Il y a 2 ou 3 petits détails qui nous font basculer du mauvais côté et qui redonnent le momentum à Bordeaux. Et puis après, ça a été compliqué de stopper l'hémorragie.
Mais on s'est dit, il y a 30 minutes de très très bonne qualité. C'est repartir avec. On sait on peut avoir des acquis, on sait qu'on peut avoir des certitudes dans notre rugby. Et on a bâti notre semaine à partir de ça. Alors même c'était stratégiquement, c'est peut-être une orientation un petit peu différente quand tu joues Bordeaux et La Rochelle. Mais très rapidement, c'était redonner de la confiance aux joueurs. Il y a eu 30 minutes de très haute qualité, 5 essais. Il fallait très rapidement et donner la responsabilité et aussi les clés aux leaders qui ont été remis sur le match. Et les leaders ont eu un rôle vraiment important dans la construction de notre semaine. Philippe Spanghero avec Mathieu Cid, entraîneur des avants du RC Vannes. Oui, bonsoir Mathieu. Bon, d'abord, félicitations parce que c'est quand même une victoire importante et qui fera date. Et au-delà de ça, moi, ce que je souligne, c'est la froideur et le réalisme vraiment sur ce match. Peut-être qu'on n'avait pas vu encore parce que l'apprentissage du top 14, il faut quand même le digérer. Mais c'est vrai j'ai en tête certains matchs qui vous ont échappé à domicile, à l'extérieur, au Stade Français, où on a senti un peu de naïveté, de volonté peut-être de surjouer. Là, au-delà de cette domination, aussi notamment en conquête, il y a vraiment de la froideur, du réalisme sur vos temps forts. Peut-être comme jamais dans la saison. Est-ce que tu as ressenti un déclic de tes joueurs sur ce match en se disant, bon, on est à notre place ici et maintenant il faut jouer le jeu de ce top 14, quoi? Ouais, complètement. T'as totalement raison, Philippe. Surtout que, comme je te disais, dès qu'il y avait une petite erreur, on rattrapait l'erreur par une autre petite erreur et on avait du mal à stopper cette hémorragie-là. Et c'est vrai que sur ce match, on a été tout en contrôle. On n'a pas eu très peu de trous d'air que très rapidement on a su se ressaisir. Et surtout qu'on a été, on est tous alignés sur l'orientation stratégique, sur le cadre, sur ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait pas leur donner aussi. Et j'ai senti, je t'ai parlé quand j'ai répondu à Johan, que les leaders avaient pris les choses en main. Ils l'ont pris sur la construction de la semaine, mais ils l'ont aussi eu sur la durée totale du match. Et ça, c'est vrai que on faisait toujours 60 bonnes minutes. Je prends le cas à Toulon, par exemple, où on fait 60 minutes de très bonne qualité. Et en 20 minutes, il y a tout qui s'écroule et on perdait très facilement le fil du match, lié à une erreur, lié à une imprécision, lié à un mauvais choix. Et là, c'est vrai qu'on a su tenir un petit peu, garder ce contrôle, cette lucidité, garder la tête froide sur la durée totale du match et notamment sur ces 20-25 dernières minutes. On accueille Mickaël de Braise Rugby qui est avec nous en direct au 0826 300 300. Bonsoir Mickaël. Bonsoir tout le monde. Une petite question peut-être pour Mathieu Cid, entraîneur adjoint du RC Vannes, de Mickaël. Une petite question, il a en partie répondu. C'est comment avoir réussi à remettre les troupes en ordre de marche après une telle défaite contre Bordeaux et aller gagner comme ça à La Rochelle chez le double champion d'Europe. C'est ça la question qu'on se pose tous, nous les supporters. Oui. Mais je vais te répondre. Bon, j'ai parlé à la question de Johan. C'est tu sais, quand tu as la chance de jouer en top 14 aussi, tous les week-ends, tu as la chance de jouer contre des grosses équipes. Tu as la chance de jouer face à des joueurs internationaux. Et c'est aussi un levier qu'on a activé. Se dire, on n'est pas soumis dans ce championnat. On est capable de faire de très bonnes choses. On l'a prouvé contre Bordeaux pendant 30-35 minutes. Maintenant, il faut qu'on arrive à maintenir ce niveau d'intensité. Donc, si tu veux, quand tu vas jouer à La Rochelle, tu sais que c'est son double champion d'Europe. Ils avaient aligné leurs joueurs internationaux. Donc c'est une chance de pouvoir t'affronter, te mesurer. Donc, quand tu vois les noms sur la compo, les joueurs ont pas envie d'être ridicules. Ils veulent faire honneur à leur maillot, à leur équipe. Il y a aussi ce sentiment de fierté que tu as envie d'en découdre très rapidement quand tu subis un échec et un scénario comme celui de la semaine dernière contre Bordeaux. Et j'ai envie de rajouter, toute la semaine, on a reçu des courriers de la part des supporters pour nous dire qu'ils étaient, quoi qu'il se passait, ils seraient toujours là. Et on a reçu près de 80 lettres. Même moi, on m'a remis des lettres en même perso. Des lettres en papier, des lettres. Des courriers papier manuscrites et en allant chercher mon gamin à l'entraînement, j'ai croisé un monsieur qui m'a remis un petit courrier, des mots et tout ça aussi, ça te dit, on n'est pas seul et c'est tout.
j'ai envie de te dire, c'est tout un peuple aussi, puisque le peuple breton sont nos premiers supporters à domicile et aussi à l'extérieur. Il y a beaucoup de monde à La Rochelle. Donc voilà, c'est tout ça aussi qui a alimenté notre détermination à vouloir faire une perf en essayant de créer cet exploit-là. Ouais, peut-être que Michael, tu avais écrit ou envoyé une lettre, Michael. Non, c'était par télépathie. Moi j'ai une question, Mathieu, c'est quand même, on a vu beaucoup de bonnes choses de Vannes à l'extérieur depuis le début de la saison. Je me souviens des 50 belles minutes que vous aviez faites à Toulon notamment, et souvent ça avait basculé, voilà, un problème de finish un peu lors de ces matchs. Est-ce que là ça peut constituer un déclic en gagnant là où personne ne gagne habituellement? Ouais, oui, bien sûr. Et puis il y a les stats qui le prouvent aussi. Comme je te disais, je parlais de trou d'air, je parlais de l'apport du banc aussi. Voilà, c'est un ensemble qui fait qu'on sait que nous on doit être en sur-régime. On n'a pas droit à l'approximation, on n'a pas droit aux 99%. Il faut qu'on soit toujours, qu'on dépasse la barre. Dès qu'on n'est plus dans les quotas, dans les objectifs, voilà, on perd très rapidement le fil, et comme je te dis, on laisse. Tu peux faire 50 minutes, 60 minutes de très haute qualité, et après offrir des points faciles à l'adversaire, liés à une petite faute, liés à un mauvais placement, et puis après il y a tout qui s'enchaîne et tu perds très rapidement le contrôle du match, et ça t'échappe. Donc voilà, on sait qu'on doit être tout le temps au taquet. On sait que l'impact de notre banc il est très important. C'est vrai qu'on n'a pas un effectif où on peut avoir 3 équipes compétitives. Donc voilà, il y a tout ça qui est lié, et les joueurs qui sont rentrés samedi à La Rochelle ont rajouté une plus-value, et voilà, le rapport a été cohérent par rapport à ce qu'on attend d'eux, quoi. Michael, prochain match de Vannes en Challenge Cup en Géorgie à Tbilissi. T'y vas, puisque t'es fan de Vannes. J'aurais aimé aller, puis d'autant que je connais quelques mots russes, donc oui, j'aurais bien aimé y aller, mais c'est beaucoup trop loin. Alors, en ce moment, c'est un peu chaud Tbilissi, c'est mieux d'attendre un peu. Voilà. Ah oui, c'est un peu chaud, et au niveau de l'ambiance, mais sinon, oui, c'est pas le moment d'y aller, effectivement. Mathieu, pour préparer, il faut la jouer cette Challenge Cup. Voilà, quelles sont d'abord l'expédition entre guillemets, le voyage de Vannes-Tbilissi, c'est peut-être pas évident. À côté. Et en termes de gestion du groupe, comment vous allez fonctionner? Mais déjà on part mercredi matin très tôt. C'est un voyage de 5 jours, parce qu'on part mercredi très tôt à 5h30 du mat pour rejoindre Paris en TGV, ensuite transfert à Charles de Gaulle, avion à Tbilissi direct, 3 heures de décalage, donc on va passer la journée du mercredi dans les transports, et puis après on va se préparer pendant 2 jours, jeudi et vendredi, match le samedi, et on reviendra le dimanche. Donc voilà, c'est un beau voyage, et ensuite on va en profiter aussi pour impliquer et garder concerné l'ensemble du groupe, pour ceux qui n'ont pas eu la chance et l'occasion de s'exprimer. Donc on va effectuer un turnover, laisser certains joueurs au repos, puisqu'après on enchaînera sur notre match de Challenge Cup et 3 matchs d'affilée de championnat. Donc voilà, on y va avec l'intention, toujours pareil, forcément de faire la meilleure perf possible, mais surtout aussi se challenger sur notre capacité à enchaîner 2 victoires consécutives. Voilà, ça c'est un objectif. Voilà, pour ce long voyage. Peut-être un dernier mot, Michael, pour libérer Mathieu, voilà, en guise de revoir. Michael, supporter donc du RC Vannes. Ouais, je vais leur dire de continuer comme ça. C'est bien de persévérer. Ça, c'est très breton ce qu'ils ont fait. On a une telle claque contre Bordeaux, et se relever de la sorte. L'esprit celte, ils l'ont, c'est ça. Les Celtes, ils prennent des coups, ils tombent par terre, mais ils se relèvent et ils retournent au combat. Et c'est ça, c'est la celtitude, et ça, c'est super. Ils ont l'âme celte, l'âme bretonne, et encore bravo. Et il faut continuer comme ça, parce que vous avez les clés là maintenant pour continuer sur ce beau chemin, et
s'accrocher au wagon et puis lutter avec le wagon du bas, mais essayer d'accrocher la 12e place qui sera la première pour ne pas descendre. Barragiste. On vous le souhaite en tout cas. Mathieu, quand on devient celte comme ça, comme le dit comme le dit Michael, est-ce que on a envie de prolonger, parce que je crois que tu étais arrivé en 2023 pour 2 saisons, sauf si j'ai loupé une info et que ça s'est fait. Est-ce que ta situation perso va évoluer ou t'en sais plus? Écoute, oui, effectivement, je suis en fin de contrat, donc voilà, on va discuter, et puis voilà, ce qui est important, le plus important, c'est le club. Voilà, le plus important, c'est le club, et puis on discute et on verra la suite. Bon, mais en tout cas, on te le souhaite et bravo pour cette victoire et le beau travail en général, parce que voilà, il y a eu parfois des matchs difficiles comme contre l'UBB, mais il y a eu quand même de très belles choses depuis le début de la saison. Merci beaucoup Mathieu Cidre d'avoir été avec nous en direct de Vannes et dans les voies du rugby pour parler de cet exploit du week-end, celui du RCV. Dans un instant, on va accueillir notre grand témoin, c'est Jean-Baptiste Elissalde, bien sûr l'ancien entraîneur de Toulouse, mais l'ancien joueur du 15 de France, du Stade Toulousain, de La Rochelle. Bref, vous restez avec nous et vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Les vraies voix du rugby chaque lundi soir sur Sud Radio. Bien sûr, vous êtes les bienvenus pour parler de rugby avec un peu de recul, un peu de hauteur, avec Yoann Huget, Philippe Spanghero, bien sûr, et vous donc au 0826 300 300. Quentin Cabanis est là, bien évidemment, aux commandes, et nous sommes ravis d'accueillir aussi Jean-Baptiste Elissalde, notre grand témoin ce soir. Salut Jean-Baptiste. Bonsoir à tous. Merci d'être en direct sur Sud Radio. On te retrouve dans le salon tactique de l'équipe après les matchs du 15 de France. On a envie d'en savoir un petit peu plus quand même depuis ton départ de Montpellier en 2023, après le titre de 2022. Voilà que ça fait à peu près un peu moins d'1 an, mais quasiment que tu es dans la nature, entre guillemets, mais toujours un spectateur avisé, l'œil aiguisé sur le rugby. Je ne te présente pas Yoann Huget et Philippe Spanghero. Salut Jean-Bas. Salut les garçons. Salut Jean-Bas. Quel regard tient sur la journée de Top 14? Comment toi tu les suis maintenant ces journées-là, de façon assidue ou avec un œil plutôt distancié, Jean-Baptiste? Ah non, très assidu. Je reste dans le move. Il faut rester à la page, regarder ce qui se passe. Alors, déjà par passion. Et puis parce que je pense que ça n'a jamais été aussi serré, ça n'a jamais aussi bataillé, que ce soit en haut ou en bas. Les matchs sont acharnés, et puis il y a toujours des choses à voir. Mais je regarde le rugby aussi en général. C'est vrai que tu as parlé de l'équipe, alors c'est un nouvel exercice pour moi. J'essaye là tu parles pas à des joueurs, tu parles pas à des experts, tu parles à des gens qui regardent le rugby comme ça de temps en temps. Donc il faut arriver à se rapprocher d'eux, à avoir des termes pas trop compliqués, mais ça me laisse en éveil. Ça me fait bosser sur les vidéos et c'est toujours très sympa. Et ce que j'ai vu du week-end, c'est la part belle à la conquête, que ce soit la conquête de Vannes à La Rochelle qui a fait plus que résister, celle de Montpellier à Bordeaux qui a failli leur faire ramener un meilleur résultat, et bien d'autres. Je vois que en ces temps un peu pluvieux, après avoir marqué beaucoup d'essais, la part belle revient aux avants et aux jeux d'avant. Le rugby d'hiver est de retour. Ça t'a surpris la performance de Montpellier, le dernier club que tu as entraîné à Bordeaux? Non, parce que Montpellier a une très belle conquête, notamment une mêlée très costaud. Ils ont un bon contre en touche. À partir de là, c'est difficile contre eux de développer du jeu. Même quand tu t'appelles Bordeaux, ils ont été en grande difficulté sur ces deux secteurs, les Bordelais. Et donc, quant à ça, et une bonne défense, puisque je crois qu'ils ont la deuxième défense du championnat. Quant à ça, tu peux voyager et tu peux être au milieu du classement comme ils le sont aujourd'hui. Le truc en plus, ça sera de développer un peu leur jeu d'attaque et leur jeu de possession, mais ils ont retrouvé quelques vertus qu'on avait il y a 2 ans, c'est-à-dire voilà, une bonne conquête, une bonne défense, et ils ont retapé dans le ballon un peu plus contestable, ce qui leur permet de ne pas prendre de contre-attaque, de ne pas donner de vitesse au jeu chez l'adversaire, et ils ont 2 ailiers ou 3 qui, notamment Moustin, qui est une belle surprise, qui s'occupe et qui contraint l'adversaire à jouer du jeu lent, et ça leur réussit plutôt. Ils ont fait des bons matchs, notamment en conquête contre La Rochelle, qui était venu costaud.
Je les voyais pas à ce niveau-là et ils ont prouvé que voilà, donc ils retrouvent de la confiance petit à petit et avec ces 3 secteurs, ils peuvent voyager et être largement au milieu du tableau, voire un peu plus peut-être avec un peu de réussite. Yoann Huget, pour Jean-Baptiste Elissalde, notre grand témoin ce soir dans les vraies voix du rugby. Ouais, juste, je voulais voir avec toi sur ton club de cœur, La Rochelle. Tu penses qu'il faut une contre-performance ou c'est Vannes qui est vraiment allé chercher ce match-là? Et est-ce que c'est dû à la Coupe d'Europe qui arrive une semaine après, ou tu penses que le mal est un peu plus profond? Non, je pense que c'est un peu plus profond. On les a déjà vus en grande difficulté à Anoeta contre Bayonne, notamment dans les secteurs où ils sont normalement très dominateurs. C'est-à-dire que hormis Toulouse, il n'y avait pas beaucoup de clubs qui pouvaient les contrer devant. Et là, malgré tout, que ça soit donc à Anoeta contre Bayonne, à Montpellier et ce week-end contre Vannes, avec 3 équipes différentes. Il y a eu Castres aussi, même s'ils arrivent à revenir dans le match, mais contre Castres à première mi-temps, ils passent à côté. Mais il s'est moins joué dans ce secteur-là contre Castres, mais ils ont été remis en question sur leurs points forts. Et ça, c'est compliqué parce que j'ai pas l'impression que dans le jeu ils aient un plan B. Alors Rémi Thalès est arrivé, il essaye d'apporter des choses un peu nouvelles, notamment le remplacement de Teddy Thomas au centre. Mais on sent que les joueurs ont tellement été habitués à rouler sur les mecs devant qu'ils se libéraient les espaces comme ça. Aujourd'hui, ils veulent bouger le ballon, mais les hommes ne bougent pas trop, notamment les 3 carrés et les seconds centres. On voit que ça reste beaucoup en zone. Ils ont pris, ça fait 5 ou 6 ans qu'ils jouent comme ça maintenant, et c'est très difficile de changer leur fusil d'épaule. Et en effet, avant, il leur suffisait d'aller dans les coins, de faire des ballons portés. Ils ont encore remarqué comme 2 ballons portés ce week-end, mais c'est difficile maintenant qu'ils sont un peu remis en question de pouvoir changer leur fusil d'épaule et de développer un autre rugby. Donc je pense qu'il y a un peu de tout, des joueurs un peu fatigués qui reviennent de sélection, Antonio, Aldrit qui n'était pas sur le terrain, leur deuxième très costaud australien, Skelton qui revient aussi de l'Australie, peut-être la Coupe d'Europe, un peu de gestion, et puis certainement qu'ils vont attaquer ce match avec un peu de suffisance. Et Vannes a très bien joué le coup. Philippe Spanghero, avec Jean-Baptiste Elissalde, bien sûr. Ouais, Jean-Baptiste, écoute, alors je vais profiter de t'avoir parce que tu as quand même une vision très en hauteur sur le jeu, sur les règles, on en a beaucoup parlé. Il y a l'émergence là quand même d'un bloc du Sud avec la nouvelle présidence à World Rugby de l'Australien, très proche des Néo-Zélandais, qui nous amène vers des règlements. On a largement débattu là du carton rouge de 20 minutes, mais d'autres visions aussi qui sont assez éloignées philosophiquement de ce qu'on prône ici. Quels sont pour toi les risques et les grands enjeux de ce qu'on doit préserver dans les règles du 15 ? Moi, puisque c'est le thème de la soirée, en plus on en parle, c'est le jeu d'avant, c'est-à-dire l'épreuve de force en mêlée et l'épreuve de force sur les ballons portés. S'ils décident de gommer ça, de moins faire de mêlée, et avec cette nouvelle règle du ballon porté qui s'arrête une fois, il faut le jouer, ça risque d'être difficilement arbitrable chez nous, et puis ça risque d'aseptiser le rugby. On va se retrouver à 15 pour jouer comme du 13, avec 2 mecs en plus, et je ne vois pas comment ils peuvent libérer des espaces comme ça. Je pense que notre culture dans le Nord, mais surtout en France, elle est de batailler dans ces secteurs-là. C'est primordial, ça a toujours été le cas au rugby, c'est comme ça, c'est dans notre ADN. Et ça serait vraiment dommage qu'on se dirige vers un jeu très aseptisé à ce niveau-là. L'autre chose, après il y a des choses bien quand même. Le carton rouge, j'attends de voir parce qu'on se plaint tout le temps, mais souvent ils ont pris des bonnes décisions. On va voir comment ça va être arbitré chez nous, mais je pense que ça peut être une bonne chose. Il faut laisser faire. Il faut voir les premiers moments où ça va se passer, comment c'est fait en France, si ça arrive. Après, ce qui a été très bien, c'est la règle du jeu au pied, là, sur par exemple Antoine Dupont qui est resté entre 2 eaux, là, et la loi Dupont. La loi Dupont. Tout le monde est obligé de retourner vers son camp et d'être mis en jeu, et ça, mine de rien, ça a provoqué beaucoup d'espace et beaucoup plus de contre-attaques, et je pense à un nombre d'essais un peu plus important au début de championnat qui venait de loin. Et puis sinon, au niveau de l'arbitrage en règle générale, mais pas forcément du Sud, le fait de sanctionner très vite et très fort par des cartons jaunes le moindre mauvais geste ou l'anti-jeu fait qu'en jouant à 15 contre 14, mine de rien, tu libères encore plus d'espace, et c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'essais, notamment en top 14 en ce début de saison.
Ouais, parfois avec quelques incohérences quand même d'un terrain à l'autre. Voilà, c'est aussi un travail C'est sur toujours lequel... compliqué. Ouais. Il y a eu, on a vu Jean-Noël Spitzer s'énerver sur le plaquage de Sailly, sur Mathieu, il me semble, en bout d'aile. Oui. C'est tête contre tête. Et ce week-end, un de ces joueurs refait la même chose. Les arbitres ont longuement hésité à mettre le carton rouge à la télé. Et ils sont allés, voilà, ils ont dit que Noël avait fait un crochet juste avant. Et donc, voilà, d'un week-end à l'autre, la décision. C'est à l'appréciation. Ouais. Voilà, qui semblait très difficile la semaine dernière dans un contexte. Là, c'est la même décision, mais comme il gagne le match, il est moins. Voilà. Donc, mais j'ai l'impression quand même que l'arbitrage français fait des efforts. Et puis avec l'avenue de Mathieu Rénal et Monsieur Poit à la tête de tout ça, les échanges qu'il y a eu avec les staffs, je pense que ça va s'harmoniser. On est dans le bon sens. Voilà. Les protèges d'en connecter, c'est une bonne chose aussi pour les joueurs, même s'il y aura quelques bugs. J'ai vu que ce week-end, il y a un Mélé qui l'avait mis dans sa chaussette. Ouais. Celui de Stade français, il a tapé dans le ballon. Du coup, ça a clignoté, il a été obligé de sortir. Bon, voilà, on aura ce genre de petits accidents. Mais ça, c'est un truc que tu aurais pu faire, Jean Bassa. Oui, c'est vrai, je ne veux pas être protège. J'ai envie de te parler. Et du coup. Tu n'as jamais joué avec un protège-dents, Jean-Baptiste? Ben non. Moi, tu sais, j'étais en seconde ligne. Hein, c'est assez malin en fait pour pas me faire casser les dents. S'il y en a qu'un qui m'a cassé les dents, c'est Garba à l'entraînement. Voilà. Ah, il l'a fait. Garba était brutal au quotidien. Ça. Voilà, mais sinon pour être plus sérieux, je vous dis la plupart des règles quand même vont vers le spectacle, vont vers la santé des joueurs. Donc il faut laisser ça venir. Mais vraiment, la règle du ballon porté et de la mêlée, là, d'en voir moins, ça me gêne un peu. Ouais. Voilà. Tu restes quand même un neuf dans l'âme, voilà, qui pilotait ses avants autant au Stade Rochelet, au Stade Toulousain, que dans le 15 de France ensuite, lorsque tu as été coach, bien sûr. Jean-Baptiste, pour ceux qui ne regardent pas le salon tactique de l'équipe, voilà, qu'est-ce que tu penses, toi, après cette tournée de l'équipe de France, et en vue du tournoi 2025, du jeu de l'équipe de France, parce qu'il n'y a pas de débat, mais enfin, en tout cas, on attend toujours un petit peu plus sur la construction. On en a eu peut-être un peu plus face aux Argentins, mais on est quand même toujours... Enfin, il y a matière, en tout cas, à disserter. Oui, il y a matière à disserter, il y a matière à progresser, mais bon, ce qui n'a pas changé, c'est qu'on n'a pas la possession du ballon. On l'a pas contre les All Blacks, on l'a pas contre le Japon, et on l'a un petit peu plus contre l'Argentine, mais encore pas assez. Donc ça, c'est ancré dans le jeu de Fabien Galtier. Avant, on parlait de dépossession, aujourd'hui, il parle de jeu au pied offensif. Bon, ça fait partie du rugby et c'est ce qui nous fait gagner les matchs parce qu'on est très très bon sur les seconds ballons, c'est-à-dire les ballons de contre-attaque, etc. Et là où on a été aussi très bon dans cette partie-là, c'est le nombre de jeux au pied qu'il y a eu, de continuité, de jeux au pied offensif, avec Biel Biarré, les passes au pied de Thomas Ramos, etc. Ça fait partie de notre ADN. Fabien l'a fait rentrer depuis maintenant 5 ans dans son projet de jeu et les joueurs l'ont bien compris, quand tapant dans le ballon, si ça n'arrivait pas tout de suite, les bons coups sur les seconds ballons ou à long terme, ça fatiguait l'adversaire. Donc ça, c'est acquis. On a moins le ballon. Et maintenant, quand on l'a, je trouve qu'il y a une meilleure harmonisation de tous. J'ai l'impression qu'ils se retrouvent plus autour du ballon. Ils ont décidé, avant comme 3/4, de courir autour du ballon dans le sens de jeu. On a vu beaucoup d'appels autour d'Antoine Dupont. Et d'ailleurs, quand un joueur comme ça, c'est tant mieux de lui mettre du monde autour de lui parce qu'il influe tellement sur les défenses qu'avec 2-3 soutiens autour de lui, ça peut faire que des bonnes choses. Et on voit les 3/4 des zones aussi ensemble. C'est la grande différence des 4 premières années où le jeu français était en zone. C'est-à-dire que là où les joueurs faisaient leur ruck, ils rechargeaient, ils restaient dans cette zone-là. Aujourd'hui, on les voit se lever et courir et basculer de l'autre côté du terrain à l'image de ce que fait l'UBB ou de ce que fait Toulouse. Donc ça correspond aussi avec les joueurs qu'il y a sur le terrain et pour moi ça c'est une belle connexion et on voit aussi des avants un peu plus bouger et jouer dans les axes debout, notamment autour de Méafou, des Toulousains qui savent le faire et bien d'autres parce qu'on a vu Tatafou le faire. Donc pour moi c'est des bons signaux.
Mais j'ai pas été surpris du fait qu'on n'ait pas la possession, parce que c'est quand même ce que Fabien Galtier, quand j'ai travaillé un peu avec lui, il pense qu'en tapant beaucoup dans le ballon, on se fatigue moins en fait. C'est-à-dire que quand on utilise le ballon, pour lui, on se fatigue 2 fois plus que quand on défend. Donc voilà, je suis pas surpris de ça, et sincèrement, sur le peu de ballon qu'on a eu, on les a plutôt bien exploités. On a été beaucoup plus réaliste que pendant la Coupe du Monde. T'as pas l'air complètement convaincu par cet axe. Moi ? Oui, t'as l'air de vouloir plutôt la possession que... Non. Il n'y a pas de bon rugby. Je pense que il n'y a pas un rugby idéal qui gagne. Et pour cause, j'ai réussi à gagner avec le Stade Toulousain en bougeant le ballon et les hommes. Et j'ai réussi aussi à gagner avec Montpellier en ayant un jeu un peu plus de dépossession et structuré, parce que j'avais 8 Sud-Africains sur le terrain. Je pense qu'il faut... la chance qu'il a en sélection, Fabien Galtier, c'est qu'il sélectionne les mecs qu'il veut. Et là, aujourd'hui, quand il décide de mettre Thomas Ramos à l'ouverture, c'est pas pour rien. Et quand il a des mecs sur les côtés et au centre qui bougent comme ils bougent, eh bien, je pense qu'il a tout intérêt à dézonner sur le terrain. Et ça, je pense que son adjoint l'a bien compris. C'est là où il y a une petite évolution, et moi, ça me plaît bien. Et tant que ça gagne, je dirais tant mieux. Mais c'est vrai qu'on pourra pas contre les All Blacks. On a été à... Il faut pas se le cacher, à 2 doigts d'en prendre 20 aussi, parce que s'il y a 2 offloads chez les Blacks qui tombent dans les mains blanches ou tomber dans les mains bleues, ça peut faire un résultat à la fin très décevant. Donc faut faire attention à ça, mais je suis pas, je dis pas que c'est pas bien ou que c'est bien. Moi, ça me plaît quand ça gagne. Bon, Johan Philippe, réaction aux propos toujours très intéressants et très riches de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a toujours son œil visé là-dessus, mais je suis pas sûr qu'on soit capable, Jean-Baptiste, on a évolué ensemble, tu as été coach aussi avec moi, enfin... Tu m'as coaché en équipe de France, mais est-ce qu'on est vraiment capable de tenir le ballon sur 10, 15 temps de jeu ? Je suis pas sûr aussi, tu vois, on connaît les hommes. Ouais. On l'a fait une fois contre l'Argentine, 11 temps de jeu, on a marqué. Les 2 fois où on l'a fait, une fois contre les All Blacks et une fois où on a dépassé les 8 temps de jeu, on a perdu le ballon. C'est pas dans notre culture de répéter des systèmes à l'image de l'Irlande ou des All Blacks ou des Australiens. C'est pas dans notre culture. Notre culture, c'est laisser du bout du monde avec l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande qui part 80 mètres, l'essai de Philippe Saint-André à Twickenham, c'est des essais comme ça, des fulgurants, c'est le ballon de récupération et le coup de pied par-dessus de Galtier pour Dominici contre la Nouvelle-Zélande. C'est un renvoi joué vite en 2007 contre les All Blacks qui nous fait faire 80 mètres et les tirer du sautoir. C'est notre ADN, ça. C'est ce que les gens, d'ailleurs, les anglo-saxons nous envient, le flair, le fameux flair. Nous, on est fait Fabien appelle ça les fulgurances, on est fait de ça. C'est-à-dire qu'on récupère les ballons et dans le désordre, sur une passe, 2 passes, un jeu au pied, on le voit beaucoup, on arrive à créer des choses incroyables que les autres équipes ne font pas. Mais je pense que d'aller dans un tout possession, à des temps de jeu interminables pour faire des temps de jeu pour en faire, je pense que ça ne nous correspond pas et ça ne correspond pas aux joueurs français, à notre ADN, tout simplement. Oui, bien sûr. Mais après, ce qu'il a rajouté aussi, Fabien, c'est mettre les cadres aussi, de les remettre en question. Tu vois, quand on voit Greg pas jouer le dernier, on voit des joueurs sortir qui est forcément, on avait l'habitude, comme on l'avait dit plusieurs fois ici, le 15 qui démarrait, généralement, il finissait. Là, il nous fait mentir, Fabien. Donc, il a revu un peu aussi sa gestion, sa gestion de l'effectif. Ça, c'est une bonne chose aussi, parce que je pense qu'il s'est aperçu que l'expérience collective, l'avoir en test match, avec le fait que les joueurs ne partent pas en tournée l'été, puisque les premiums sont souvent en phase finale, etc., c'était très dur d'atteindre les 50, entre guillemets, ou les 35-50 sélections communes. Aujourd'hui, ils les ont dans les entraînements. Et je pense que le travail fait depuis maintenant 5 ans, rappelle-toi, nous, Johan, quand on y était, moi j'ai entraîné 1 an et demi l'équipe de France, on était 23, t'as 2 blessés, 21, t'es obligé de faire jouer les kinés à l'aile. Ça, c'était la sauce, quoi. C'était l'entraînement sans rien envier, mais la Roumanie 1962. Donc, ça a bien changé. Aujourd'hui, ils sont 42. Il y a des jeunes qui montent. Il y a des mecs qui vont chercher le maillot. Et là, depuis donc ce moment, il a mis un peu plus de concurrence. Il a sorti quelques cadres qui n'étaient pas en pleine bourre pour mieux les remettre après, comme Gaël Ficou, comme Molivon, qui ont fait des bonnes performances derrière. Et ça, c'est plutôt tout bon. Et cette expérience collective, en fait, il s'est aperçu qu'il allait la chercher pendant les entraînements. Philippe,
Dernière petite question. Juste pour rebondir, pas une question, mais pour rebondir, c'est vrai que c'est super intéressant l'expérience collective dont parle Jamba. Et c'est vrai que je l'avais dit l'année dernière avant la Coupe du Monde, parce que j'en avais parlé avec Laurent Labitte. C'est vrai que ça avait été peu dit, mais les stats, elles sont faites pour être des fois démontrées. Mais en l'occurrence, toutes les équipes qui ont été championnes du monde, c'est des équipes avec un noyau de joueurs qui avaient en moyenne 60-70 sélections, une grande expérience commune et je crois 28 ou 29 ans de moyenne d'âge. Et donc, ça a aussi une explication. Et cette explication, elle se trouve par ce vécu collectif. Et ça, c'est vrai, Jamba a raison d'insister là-dessus. Pour prétendre être champion du monde en Australie, il faudra qu'on la crée, qu'on soit capable d'avoir plus de vécu. Dernière petite question avant de te saluer et te remercier, Jean-Baptiste. L'info du jour, c'est Jono Gibbs qui n'est plus le super consultant de Lyon. Ça peut t'intéresser? T'as envie de repartir dans un club sous une forme un peu différente ou pas? Ouais, mais venez, on appelle Yann Roubert en direct, on prend 10%. Allez, toujours Philippe Largent, c'est fou ça. Dès qu'il y a un petit billet à prendre, il est là. Pas en télétravail, malheureusement, je pense que ça fait compliqué, c'est trop besoin du terrain. Soit j'y suis pas du tout, soit j'y suis complètement, mais voilà. Non, mais ça reviendra peut-être plus vite que prévu, mais pour l'instant, je retourne à La Rochelle, je regarde un peu tous les rugby, je vous dis des Crabos de Montpellier, en passant par les Crabos de La Rochelle jusqu'au top 14 des matchs internationaux. Voilà, pour l'instant, je souffle un petit peu. Bon, eh ben on va te laisser souffler, te remercier Jean-Baptiste d'avoir été avec nous, toujours un plaisir. Tu salues bien sûr la famille et puis on se retrouve très vite. Aussi, j'ai vu qu'il était là à l'émission, il était au Vieux Crampon la veille, c'est peut-être un signe ça. Donc à tous les stades du top 14, allez voir Jean-Pierre au Vieux Crampon, à côté du stade. Ton papa. Et le lendemain, vous gagnez à La Rochelle peut-être. Voilà, c'est sympa en tout cas et c'est une bonne info. Merci Jean-Bas d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. On se retrouve très vite et on va parler dans un instant de rugby féminin. Reste avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, votre... Avec Philippe Spanghero, avec Yoann Huget, bien sûr, toute l'actu du rugby. Sympa d'avoir Jean-Bas, Philippe, pour aussi prendre un peu de hauteur. On voit quand même le coach que c'est et que ça a été. Pour moi, c'est le meilleur. C'était un peu masterclass. Ouais, c'était masterclass. Non, pour moi, c'est le meilleur. En fait, dans sa capacité à rendre des sujets complexes de règles, de stratégies de jeu, etc., très audibles et pédagogiques, quoi, accessibles au grand public. Ce qu'ils font dans l'équipe, là, c'est vachement bien et Jamba, c'est le meilleur pour ça. Bon, en tout cas, on était très heureux d'avoir Jean-Baptiste Elissal. On est très heureux également de parler de rugby féminin, non pas pour vous donner les résultats, la 6e journée. On sait que l'élite 1 féminine est dominée par le Stade Bordelais devant Blagnac, bien sûr, 6e journée. Voilà, que Toulouse a battu Bobigny, tiens, 44-15, voilà pour quelques résultats comme ça. Mais on est heureux d'accueillir avec nous Aymeric Mascret du groupe Sud-Ouest. Bonsoir Aymeric. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct. Aymeric, si on t'appelle, c'est parce que dans 2 semaines, le lundi 16 décembre, il y aura une soirée à Bordeaux qui va célébrer le rugby féminin. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je crois que ce sont les étoiles du rugby féminin. Ouais, tout à fait, les étoiles du rugby féminin, une première cérémonie portée par le groupe Sud-Ouest et sa marque Rafu. Pardon ? Yoann Huget, qui est bien sûr en studio, il sera, nous dit-il. J'espère. En tout cas, l'invitation est lancée et parmi de nombreux invités qui seront présents lors de cette cérémonie qui aura lieu le lundi 16 décembre à Bordeaux, tout à fait. D'accord, donc ça sera ouvert au public ou comment ça se passe, Aymeric? Non, alors cette soirée sera uniquement sur invitation. Nous accueillons lors de cette soirée l'ensemble des clubs d'élite 1, élite 2, vous en parliez juste à l'instant avec quelques résultats, également des clubs de fédéral, et puis comme on est un petit peu chauvin, on va inviter également les clubs de rugby féminin de la Gironde pour leur permettre d'assister à cette cérémonie. Voilà, donc c'est en gros les Oscars, les étoiles du rugby féminin. Vous allez célébrer les meilleures joueuses, les meilleures équipes. Donc forcément, il y aura des Bordelaises. Ben oui, puisqu'elle trust les premières places en élite, double championne de France et puis un début de saison canon pour elle, mais pas que. En tout cas, il y aura tous les rugby féminins dans son ensemble. Cette cérémonie, ça sera une remise de trophées. 10 trophées seront récompensés en collaboration avec la FFR qui soutient cet événement et en tout cas, ce sera une grande fête pour le rugby féminin. Si je me trompe pas, c'est la première fois qu'on réunira l'ensemble
l'ensemble des clubs de rugby féminin au niveau national. Donc une grande fête à venir. C'est en tout cas un très bel événement auquel est associé Sud Radio. On est très heureux de te soutenir et de vous soutenir sur ce point. Philippe Spanghero, peut-être une petite remarque ou un petit rebond sur cette initiative. Ouais, un rebond pour vous féliciter parce que ce sont des initiatives vachement importantes sur les territoires, je crois, pour mettre en avant les acteurs. Et c'est des moyens aussi, c'est pas facile sur les territoires de fédérer tous les acteurs qui se retrouvent, qui puissent échanger. Donc c'est des moyens aussi de créer des temps de rencontres qui sont hyper importants. Et donc longue vie à vous et à cet événement. Merci, en tout cas c'est ce qu'on prône par cette première cérémonie. Encore une fois, l'idée et la genèse de cet événement, c'est de vraiment faire la promotion du rugby féminin. C'est pas évident tous les week-ends. Je me mets à la place des staffs, des joueuses, des présidents de clubs. C'est la course toutes les semaines, mais en tout cas on va essayer de mettre un coup de projecteur sur tout ce rugby féminin. Seront présents tous les clubs, la Fédé sera présente, de nombreux partenaires nous soutiennent. C'est une marque forte également qu'on retient. Lorsqu'on a présenté cet événement, beaucoup nous ont répondu présents et très rapidement. Donc c'est une belle image que nous allons donner. 300 personnes seront réunies sur cette cérémonie. Et merci à Sud Radio en tout cas de soutenir cet événement. C'est appréciable. On est très heureux en tout cas de le soutenir, bien sûr, pour ce rugby féminin auquel nous croyons et tout le monde croit. Est-ce que justement la médiatisation, Aymeric, dernière petite question, est-ce que la médiatisation, on sait qu'il y a 5 matchs cette saison qui seront diffusés chez le diffuseur Canal+. Il y en a déjà eu un, effectivement. Il y a eu Clermont face à Romagna face à Lyon-Toulouse. Il y a eu Lyon-Toulouse, mais il y a eu Clermont face à le prochain Bordelais. Est-ce que ça aide pour aller chercher des partenaires pour ce type d'événement? Parce que j'imagine que il faut financer tout ça. Bien sûr, en tout cas, la promotion du rugby féminin est en train d'avoir un avenir certain. Comme vous le disiez, Romagna a reçu les Lyonnes pour le premier match d'Élite 1 diffusé sur les antennes de Canal. Le prochain, vous l'avez dit aussi, c'est Lyon qui recevra le Stade Toulousain. 4 autres matchs seront à prévoir par la suite. Mais oui, tout ça a du sens. En tout cas, on essaye médiatiquement de faire ressortir tout. Et encore une fois, pas que l'Élite 1, parce que derrière, il y a des réserves, il y a du fédéral, il y a les écoles de rugby, et c'est tout cet écosystème autour du rugby féminin qu'on souhaite mettre en avant. Mais oui, la médiatisation de diffuseurs en est un parfait exemple, et en tout cas, nous, à notre niveau, le groupe Sud-Ouest, on va tâcher de faire rayonner tout ce rugby. On ne peut que vous féliciter, vous soutenir. Rendez-vous dans 2 semaines, donc pour cela, on en parlera d'ici là sur notre antenne. Merci Aymeric Mascret du groupe Sud-Ouest et les étoiles du rugby féminin, donc à venir également sur Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy. On vous remercie messieurs, Johan, Philippe. Merci beaucoup messieurs. Et puis vous, bien sûr, si vous avez appelé au 0826 300 300. C'est régalé. Allez, salut. À très vite.